Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace, édition du 12 janvier 2025. Bienvenue tout le monde à l'émission pour un petit récapitulatif de cette première ronde de matchs éliminatoires en NFL. On a bien hâte d'en jaser parce que ça fait couler de l'encre et pas nécessairement parce que c'était des matchs hauts en émotion, mis à part pour le dernier qui est celui avec lequel on va commencer. Juste avant aussi, sachez qu'en deuxième partie d'émission, on a le grand plaisir de recevoir, pour parler des Canadiens de Montréal, Guillaume Lefrançois de la presse. Donc, une belle petite discussion qu'on vous réserve, une belle demi-heure de hockey que vous ne voulez pas manquer. D'ici là, bien sûr, j'ai parlé de football. C'est parce que c'est le sujet de l'heure. On s'approche vers le Super Bowl et la saison régulière est terminée. Et maintenant, c'est place justement à cette fin de semaine de matchs éliminatoires. Alors, présentement, on a eu 5 des 6 matchs qui se sont joués. Puis je dis, mon Dieu que c'est dommage qu'on n'ait pas encore vu ce qui est probablement l'affrontement le plus intéressant de cette fin de semaine, soit celui des Vikings contre les Rams. C'est le gagnant qui aura l'honneur de jouer contre les Eagles de Philadelphie. Mais d'ici là, mesdames et messieurs, on a quand même eu droit à un affrontement intéressant en ce dimanche soir dans la nationale entre les Commanders et les Buccaneers. Et d'entrée de jeu, ce que j'ai envie de dire, les gars, c'est que moi, je suis un émotionnel. Puis, n'importe quand que je vois des équipes se faire éliminer, peu importe le sport, puis tu vois, c'est une équipe avec laquelle j'aurais aucune affinité. Mais mon Dieu que ça fait mal de voir des équipes se faire éliminer. Tu vois des gens qui ont mis tellement de semaines, tellement de mois d'efforts se dissoudre comme ça. Il faut dire, OK, peut-être que ça arrive sur le dos d'une mauvaise performance. Certaines d'entre elles sont sur des bonnes performances, puis tu n'as pas d'autre choix que de sentir mal pour ces belles personnes-là. Puis en plus que cette année en NFL, on a atteint un record pour le nombre d'équipes ayant atteint le plateau de 10 victoires. Et puis là, certaines de ces équipes-là, justement, ont réussi à charmer le public. Et l'une d'entre elles qui s'est fait éliminer, ce sont les Buccaneers de Tampa Bay, comme j'ai dit, aux mains des Commanders de Washington. Mais d'entrée de jeu, les gars, qu'en avez-vous pensé de ce match-là qui était, on va se dire, assez intéressant? Une chance que ce match-là a répondu à des attentes parce que, écoute, on y reviendra un peu plus tard, mais les 4 autres matchs précédents, en tout cas, à part peut-être Eagles, Packers, un peu, puis encore là, je suis prudent là-dessus, pas été des super matchs, là, tu sais. Depuis qu'on a mis le wildcard, je pense que j'ai vu une statistique passer, puis je pense que la grosse majorité des matchs se sont disputés à plus que une possession d'écart. Une chance que ça finisse sur un dunk. Au moins, je suis déçu pour les Bucks, mais les Commanders, pour la première fois depuis 2005, Félix était à peine né, et j'exagère même pas, les Commanders gagnent un match en série. C'est fou. Cool. Ouais. C'est incroyable. Jayden Daniels, qui a réussi, malgré tout ça, à mener son équipe. Chapeau, kid. Chapeau. Moi, je pensais pas que... Écoute, pour vrai, il y a 3 équipes que j'avais aucune espérance pour eux autres, que j'avais aucun espoir pour eux. Les Texans, les Commanders. Heureusement pour toi, Félix, il y avait aussi les Rams que je trustais 0, fait que les Rams par 30 points demain soir. Mais je regarde ça et je me dis, toutes les équipes lesquelles j'avais aucune confiance, ils me font faire ma gueule en esti. J'ai rien d'autre à dire. Ouais, puis ce qui est assez cool quand même de cette victoire-là des Commanders, c'est que tu as un carrière recrue, Jayden Daniels, qui va gagner un match de série sur la route à sa première saison.
ça, c'est vraiment encourageant si t'es Washington en ce moment. T'sais, dans une année où est-ce que on avait un peu des doutes quand même sur Washington de est-ce que on bat des équipes qui sont un peu ordinaires, est-ce qu'on est capable de le faire contre des grosses équipes? Puis Tampa Bay, c'est pas le plus gros défi qu'on va avoir. La semaine prochaine contre les Lions, ça va être quelque chose, là, mais juste d'aller chercher ce match-là dans un match où, je sais pas pour vous, moi je pensais que les Buccaneers allaient prendre la mesure des Commanders relativement facilement, là, sans que ce soit une domination comme on a pu voir les Bills face aux Broncos aujourd'hui. Mais je m'attendais quand même à ce que les Buccaneers remportent ce match-là, juste pour le simple fait qu'un carrière recru, premier match de série, il y a tout le temps compliqué dans ces circonstances-là, mais Jalen Daniels s'est présenté pendant ce match-là. J'ai pas aimé le voir prendre autant de coups, par exemple. Il s'est fait brasser pas mal, surtout en première demi, mais a quand même réussi à reprendre, en fait, à demeurer dans le match, à ne pas se blesser. Puis j'ai vu Marcus Mariota prendre des snaps pour mon plus grand bonheur. Non, mais plus sérieusement, quand même, bravo aux Commanders. Puis tu l'as dit, Pop, c'est pas mal le meilleur match qu'on a eu dans ces 5 premiers matchs-là. C'est le seul qui a été vraiment relevé jusqu'à la toute fin. Puis en plus, on a eu un dunk pour finir. Fait que demander de plus pour ce match-là. Et on a vu Mike Evans, Marshall Lattimore, le retour entre la rivalité. Et aujourd'hui, Mike Evans a complètement dominé Marshall Lattimore au point où, à un moment donné, les Commanders ont fait, tu sais quoi, on ne peut plus mettre Lattimore sur Evans, ça ne marche pas. Il a fallu qu'il le tasse complètement. À quel point Lattimore est en santé, on sait qu'il y a eu des problèmes d'ischio-jambier, mais mon Dieu que Mike Evans l'a dominé et ça n'a pas été suffisant. Gros effort des Commanders quand même dans cette victoire-là. Puis vous soulignez ça, puis en plus, on parle de la performance de Jayden Daniels. Il a surtout eu à faire le travail, oui, par son jeu de passe, mais surtout pour l'attaque au sol qui a été absolument terrible. C'est Jayden Daniels, en fait, même qui mène les Commanders au titre des verges par la course durant ce match-là. L'attaque au sol était complètement neutralisée. Puis, même du côté des Buccaneers, on a eu un bon match offensif, mais Baker Mayfield n'a pas eu assez de chances de passer le ballon. Le nombre de jeux qui ont été appelés, ça a seulement résulté à 18 passes de la passe de Baker Mayfield. T'as Mike Evans qui connaît un bon match. T'as Mike Evans qui démolissait Marshall Lattimore du début jusqu'à ce que les Commanders ont dit c'est terminé pour ce qui est de cette couverture-là. Mike Evans qui a reçu seulement, certains diront seulement 7 passes, 7 réceptions pour 92 verges. Tu aurais facilement pu aller en chercher 4-5, puis qui sait, certains d'entre eux auraient pu être des premiers jeux qui éventuellement auraient sûrement mené à des points supplémentaires. Mais tu regardes la manière que ce game-là a été coaché chez les Buccaneers, puis tu te dis, me semble qu'on aurait pu profiter un peu plus de notre jeu d'attaque. En même temps, on joue avec ce que la défensive nous montre. Fait. La discipline aussi, surtout en première demi. Les Buccaneers, je m'excuse, mais à quel point on s'est tiré dans le pied à maintes et maintes reprises parce qu'on a été incapable de rester discipliné sur le terrain. Tu sais, c'était pas des punitions subjectives, laissées interprétation. Non, c'était des calls faciles à faire pour les officiels. Puis on se compte déjà chanceux que les Buccaneers ont eu aucune pénalité quand, je me souviens plus c'est qui le joueur en question, mais qui a fait faire un 360 dans les airs. Oui, McCollum. À Zion McCollum. Puis il n'y a eu aucune pénalité. C'était très tight. Oui, OK, c'était encore sur le terrain, mais il n'aurait pas fallu qu'il y ait 2 pouces de plus. Puis d'après moi, on avait une punition, peut-être même une suspension parce que Dieu sait que des carrières, on ne peut plus toucher à ça dans la NFL. Puis c'est même pas nécessairement non plus juste des punitions qu'on a prises, mais c'est aussi du tempo qu'on avait. Quelque chose qui est très simple quand tu mènes une attaque et quand tu es un corps arrière, c'est le tempo. C'est comment est-ce que tu vas gérer ton attaque? C'est quoi les signaux que tu donnes? Au 4e quart, les gars, les Buccaneers avaient beaucoup de misère avec ça. Puis il y a 2 jeux en particulier qui ont fait en sorte qu'on a perdu. En fait, on a gaspillé des jeux. Le premier, on a littéralement échappé le ballon, ce qui a mené à un 3 points des Commanders. C'était même pour égaliser le match, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite de ça, sur le second, tu n'as pas été capable d'aller chercher une verge. Ça a été. Même on en a perdu. Puis écoute, il y a un gars que
Avant le match, c'est drôle parce qu'avant le match, je regardais la défense des Commanders et tout. Puis il y a un gars que je regardais, puis je suis comme, tu sais, on le vantait un peu comme un leader de cette équipe-là et tout. Puis je suis comme, tu sais, Bobby Wagner est un vétéran, a pris de l'âge et tout. Puis avec les années, est devenu un joueur beaucoup plus limité. Et avant le match, en plus, c'est drôle parce que je l'ai vu, j'ai fait, pourquoi on le vante encore comme étant un aussi bon joueur? Mais Bobby Wagner, aujourd'hui, a été tellement bon dans ce match-là. Il avait l'air du bon vieux Bobby Wagner qu'on a vu. Je pense encore que c'est plus le Bobby Wagner d'antan et tout. C'est pas tu le penses, ça l'est. Non, c'est ça. C'est plus le gars qui va te couvrir des passes, qui va te couvrir le terrain et tout, mais ce gars-là est encore capable de défendre contre la course et on l'a vraiment vu aujourd'hui contre Tampa Bay. On sait que Tampa Bay aime beaucoup inciter son attaque au sol avec des Bucky Irving, des Rashad White, des Sean Tucker. On a beaucoup de bons porteurs de ballon à Tampa Bay. Mais Bobby Wagner qui a été dans ce champ arrière-là tout le match, ce qui est assez impressionnant, considérant que ce n'est pas sa description de tâche habituelle. Puis tu regardes l'attaque des Buccaneers un peu pour revenir là-dessus, à quel point on s'est ennuyé de Chris Godwin aujourd'hui. À quel point un gars comme Chris Godwin qui est tout le temps capable de bien naviguer le centre du terrain, d'aller chercher ces premiers jeux-là, qui est une cible de confiance de Baker Mayfield. Jalen McMillan n'a pas été mauvais, puis on a d'autres bons receveurs. On a Mike Evans, évidemment, mais on a d'autres bons jeunes receveurs à Tampa Bay. Mais un Chris Godwin dans ce match-là, ça fait la différence. Ça s'est joué à pas grand-chose aujourd'hui. Tu rejoues le même match, ben, les Buccaneers ont peut-être gagné 50% du temps, les Commanders 50% du temps. C'est là qu'aujourd'hui, Washington l'a gagné, mais ça prend pas grand-chose pour faire la différence. Puis, mais tu dis qu'un Chris Godwin, peut-être que ça change quelque chose parce que les Buccaneers n'étaient vraiment pas à grand-chose de renverser la vapeur dans ce match-là. Au-delà de ça... On peut-il avoir un deserve a win tomater dans la NFL? Pour le nombre... Honnêtement, 50-50. Aujourd'hui, 50-50. Je pense que tu peux faire tu peux défendre... Même le botté, je pense qu'il y aurait au moins 25% que tu le rates. Même juste le botté. Soit dit en passant, Félix, alors qu'on enregistre ça, doit se lever extrêmement tôt lundi matin, puis qu'on est passé bien presque. Félix manque une autre demi-heure de sommeil si c'était pas de ce botté-là. ESPN, en fait, estimait les Buccaneers pour une victoire à 62%. Quand même. Ouais, puis ça, c'est même sans Chris Godwin qui, encore une fois, comme on dit, on aurait aimé avoir, surtout, peut-être qu'on aurait un peu plus de passes dans le jeu des Buccaneers. Je veux dire, pour moi, c'est inconcevable, considérant l'affrontement Mike Evans, Marshawn Lattimore. Mesdames et messieurs, on va se transporter du côté de l'américaine pour ce qui a été probablement le deuxième match le plus décevant de cette fin de semaine-là. Bien sûr, tout dépendant à quel point de vue vous voulez regarder ça, mais les Ravens de Baltimore recevaient la visite de vos Steelers de Pittsburgh dans le cadre de ce match de série éliminatoire. Et la semaine dernière, quand on jasait avec Renaud, on a été 0-2 pour nos prédictions de wildcard dans l'américaine. On s'est dit, d'un côté, si les Chargers devaient passer, ils pourraient battre les Chiefs. Et j'ai proposé aussi que si ce n'était pas du dernier match, Steelers-Ravens, qui a quand même été un bon match malgré la défaite des Steelers, ces derniers avaient quand même une chance de battre les Ravens. Très simple, magie noire. Et on semble toujours être en mesure de contenir l'attaque des Ravens et éventuellement, on se dit les Ravens vont se tirer dans le pied. Ça n'a pas pris très longtemps. En fait, ça a pris une série offensive pour qu'on se dise ce match est terminé. Je veux dire... En tout cas, moi, je te confirme, après, dès que c'est devenu 7-0, moi, je te confirme. J'ai pris mon téléphone et j'ai switché au Canadien. Quand j'ai vu le State Farm de Derrick Henry, j'ai fait « Oh non! » Ouais. You're so cook. Oh non! Puis c'était pas le premier de la soirée. C'était pas le premier State Farm de la soirée. C'était pas nécessairement Derrick Henry, mais c'était pas le premier State Farm de la soirée pour ces Ravens qui ont donné une raclée à ce qui est la défensive de la NFL la plus dispendieuse, mesdames et messieurs, qui a alloué 28 points, 21 d'entre eux au premier quart, en première demi, pardon, mais tu t'en calisses de quand ça arrive. Tu t'es quand même fait marquer 28 points. Puis, au-delà de ça, tu te dis, l'attaque des Steelers a eu des bons moments dans cette moitié de saison-là. J'ai jamais vu un effort aussi peu remarqué.
j'ai vu une unité, puis ça, c'est au-delà du talent, parce que, bon, encore une fois, il y a la fameuse statistique qui accompagne Mike Tomlin de des saisons au-dessus de 500. C'est le fun, c'est un truc de saison régulière parce que tu es capable de faire jouer un petit peu tout le monde. En séries éliminatoires, ton effectif est réduit, tu ne vas pas toujours avoir le même nombre de personnes, mais au-delà de ça, personne n'avait l'air engagé du côté des Steelers. Sauf Cam Hayward quand même. Le vétéran Cam Hayward qui toujours. Oui, mais là, on parle de l'attaque. Oui, c'est vrai, oui, excuse. On parle de l'attaque généralement. La défensive, j'y reviens dans 5 secondes. Oui, là, mais au niveau de l'attaque, personne n'avait l'air engagé. Arthur Smith, qui est là pour une attaque qui se veut être plus au sol, puis on n'a pas été capable de le faire. L'attaque par la passe, on n'a pas été capable de le faire aussi. Puis là, on est maintenant rendu à cette défaite-là, puis tu te dis, est-ce que Mike Tomlin a entraîné son dernier match avec les Steelers? Bon, les rumeurs indiquent qu'il serait de retour l'année prochaine. On va attendre semaine 1 2025 pour voir où on en est avec ça. Est-ce que Russell Wilson a joué son dernier match avec les Steelers? Est-ce que Justin Fields a joué son dernier match avec les Steelers? Est-ce que George Pickens a joué son dernier match avec les Steelers? Et puis là, tu arrives dans ce qu'on appelle une crise identitaire. Parce que là, tu n'as plus de Ben Roethlisberger qui était là pour un peu l'entre-deux. Tu n'as plus les mêmes morceaux. Puis même Najee Harris aussi, je parle de tout ça. Najee Harris aussi qui a vécu un peu la transition de Ben Roethlisberger à cette édition des Steelers-là. Tu t'apprêtes à perdre la quasi-totalité de ton effectif en attaque qui n'est pas incroyable, mais qui est assez correct pour te faire gagner des matchs en saison régulière. Mais en saison régulière. C'est un nuage d'incertitude qui approche Pittsburgh qui, pour une 7e saison consécutive, 8e, dis-je bien, saison consécutive, fit à être victorieux en séries éliminatoires. Mais les boys, je vais juste vous dire 2 chiffres. 299 à 29. Ouais. C'est la domination au sol des Ravens de Baltimore dans ce match-là. Ouais. Lamar Jackson finit avec 16 en 21, 175 verges. Super, 2 touchés, rien à dire. Attends un peu, c'est ça. Là. Tu donnes 300 verges au sol. À quel point, et défensivement, tu te fais dominer. Puis je pense pas que c'est parce que la ligne à l'attaque des Ravens est tant supérieure que la ligne défensive des Steelers. Moi, je pense devrait être de vouloir. Qui devrait être l'une des 5 meilleures au sol. Mais tout le monde a l'air perdu. Personne ne semble savoir ce qui fonctionne. Les gars, depuis la 12e semaine, TJ Watt a perdu de sa rapidité, a perdu de sa fougue. Il ne semble plus à l'aise sur le terrain. Tout ce qui faisait de lui étant un bon joueur, d'être capable de lire le jeu, tu sembles l'avoir perdu. Il y a un jeu, dans ce match-là, au premier quart. Il manque complètement la lecture et s'en va directement plaquer Derrick Henry. Et pendant ce temps-là, tu vois Lamar Jackson juste trotter à côté de lui avec le ballon en main. Il y a l'excuse de « Ouais, mais il se fait doubler. » Ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus, cette excuse-là. Parce que la lecture simple des jeux, il n'est pas capable de les faire. Et puis là, tu te dis, est-ce que ce gars-là va prendre sa retraite en tant que membre des Steelers avec un dossier de 0 victoire et 8 défaites en série? C'est ça, parce que j'allais dire, il n'a jamais gagné un match de série. Et hier, TJ Watt était complètement invisible. En fait, quand on le voyait, c'est parce que ça allait mal. Puis, quand on regarde ses matchs de série en carrière, souvent, il a l'air invisible dans ces matchs-là aussi. Puis, je suis pas en train de dire que TJ Watt choke ou quoi que ce soit. C'est beaucoup trop simple et tout. Puis, je pense que surtout hier, contre les Ravens, il était vraiment blessé. On l'a vu avec il a fait ça, une genre de manche à un moment donné. Il avait l'air blessé. Puis, je pense que c'est pas la première fois qu'il est blessé et tout, mais c'est inquiétant quand même, parce que les Steelers, on le sait, ça passe par TJ Watt, ça passe par Cameron Hayward, Chris Boswell et tout. C'est ces gars-là qui t'aident à gagner des matchs quand t'es les Steelers de Pittsburgh. Moi, j'ai pas vu TJ Watt faire quoi que ce soit hier. Les Steelers gagneront jamais un match où TJ Watt ne fait rien.
puis c'est aussi simple que ça, je pense. Quand ton meilleur joueur fait rien, même raison pour laquelle les Browns ne font jamais rien quand Myles Garrett ne fait rien. C'est aussi simple que ça. Un chasseur de corps élite, ça peut changer la donne dans un match, et les Steelers ont investi en TJ Watt. Je pense qu'ils ne regrettent absolument pas cet investissement-là, mais en série, on ne l'a pas vu hier, on ne le voit pas depuis, en fait, à chaque année, quand il est en série, on ne le voit pas. Ça commence à être un problème, puis comment tu règles ça? Je pense pas que tu peux te départir de TJ Watt et tout, mais c'est, à un moment donné, il prend de l'âge aussi, il arrive à, je pense qu'il est rendu à 30 ans, TJ Watt, en tout cas, il va avoir 30 ans. Il est rendu à 30 ans, c'est ça. Il est rendu à 30 ans. C'est pour ça que c'est rendu inquiétant, on est rendu le Big Trio, là. C'est ça, puis, je veux dire, lui, à 30 ans, semble avoir perdu. C'est normal qu'il y ait un petit déclin avec l'âge aussi. Puis je pense que c'est encore un joueur élite, mais c'est peut-être qu'il a perdu un petit step par rapport à avant. Puis c'est drôle parce que tu regardes de l'autre côté les Ravens, Derrick Henry, 31 ans, avait l'air pas mal frais comme une rose hier, même après une saison où il a couru à peu près 857 000 fois dans le champ arrière des Ravens. Quand tu regardes l'attaque des Ravens hier, moi, cette séquence-là de 13 courses consécutives sur une séquence offensive où est-ce qu'on marque un touché, c'était vraiment un message aux Steelers de « Ouais, vous avez passé des années à nous dominer avec votre défense au sol et tout, mais là, on n'a plus peur de vous autres. » Puis je pense qu'à un moment donné, peut-être que les Steelers doivent se réinventer, entre guillemets. Puis c'est pour ça, la semaine passée, je parlais de Mike Tomlin, comme quoi je penserais peut-être à passer à autre chose si je suis les Steelers. C'est pas parce que je pense que Mike Tomlin est un mauvais coach, loin de là, mais là, ça fait 8 ans que les Steelers n'ont pas gagné un match de série, puis j'ai l'impression que cette identité-là des Steelers, c'est le fameux standard des Steelers. Je sais pas si c'est le message qui passe plus. Puis oui, on peut dire avec raison que Mike Tomlin a amené cette équipe-là en série à 10-7, quand sur papier, mais ce groupe-là n'est pas un groupe de série. Puis c'est un point qui est tout à fait valide, mais à quoi ça sert de toujours te rendre en série à 9-8, 17 ou d'avoir une fiche, mais tu ne gagnes jamais un match de série? L'objectif, c'est de gagner un Super Bowl, je pense. Puis ça fait 8 ans que Mike Tomlin, non seulement n'a pas gagné le Super Bowl, n'a jamais fait le moindre pas en direction du Super Bowl rendu en série. Puis ça m'inquiète un peu pour les Steelers. Ça m'inquiète beaucoup pour les Steelers. Mais c'est ça l'affaire, c'est que oui, c'est organisationnel, mais on parle ici de quelque chose de culturel, le standard des Steelers. Ouais. C'est pas quelque chose avec lequel, je dirais pas tu dois niaiser, mais au football, l'identité d'une équipe est extrêmement importante et les Steelers, c'est une équipe qui, depuis les années 1970, ont une identité qui leur est très propre et par laquelle la famille Rooney, propriétaire de l'équipe depuis Deuxième Guerre mondiale, en sont fiers et c'est d'une défensive au sol redoutable. Mais hier, as-tu vu cette identité? Est-ce que tu l'as vu hier? Mais justement, puis on a tenté quand même de l'avoir. Ça semblait être... Ces équipes des Steelers-là, on va dire, de 2019 à 2025-26. 2024-25, pardon. L'une des meilleures défensives de la NFL, ce qui fait partie de l'identité des Steelers. On était finalement de retour après une absence de 10 ans avec une défensive dominante. Défensive qui nous rappelle, oui, celle des années 70, mais celle aussi de la fin des années 2000. C'est les premières équipes de Mike Tomlin. On a dépensé de l'argent, comme j'ai dit. C'est la défensive la plus dispendieuse de la NFL et pourtant, on est capable de rien faire. Puis c'est probablement la pire place où tu peux être parce que tu dis, c'est oui le problème, mais de dire que ça, c'est un problème, ça veut dire que notre manière de faire, notre organisation, notre culture, ça ne fonctionne plus. Maintenant, que faire? Moi, je vais proposer ça ainsi, puis écoute, je viens de penser à ça, puis peut-être ça va peut-être avoir l'air absurde, mais si je suis le directeur général des Steelers, moi, je m'essayerais d'appeler au Minnesota pour peut-être essayer de gosser de quoi pour aller chercher un J.J. McCarthy. Parce que je pense que le dénominateur commun depuis que Ben Roethlisberger est à la retraite, c'est que les Steelers n'ont jamais eu de corps arrière élite ou de très bon. Mais respect à Russell Wilson cette année, c'est un peu réinventé. Jusqu'aux 4 dernières semaines de la saison. Jusqu'aux 4 dernières semaines. Jusqu'à la fameuse game dans la neige contre les Browns, où que ça a été là que ça s'est gâté puis que la chaîne a débarqué carrément. Moi, je commencerais peut-être,
si Justin Fields, tu penses que c'est pas une solution viable à long terme, commence peut-être à préparer une jeunesse. Ici, tu peux aller chercher J.J. McCarthy au Minnesota. Si Minnesota décide véritablement d'aller avec Sam Darnold, écoute, ça de même. Ouais. Écoute, l'affaire avec J.J. McCarthy dans ce scénario-là, ce que je me demande, c'est il y a quelques années à Pittsburgh, on a eu Kenny Pickett. Puis Kenny Pickett, on le sait, ça n'a pas exactement bien fini. Puis je me demande, tu sais, en raison de cette fameuse culture-là, puis tu regardes les armes offensives avec les Steelers en ce moment, de George Pickens, on parlait que son avenir est en doute. Najee Harris sera peut-être pas là. Van Jefferson, fuck off là. Est-ce que tu as un bon contexte pour développer un corps? Est-ce que tu amènerais J.J. McCarthy dans une situation où il n'y aurait pas déjà 2 prises contre lui puis que ce serait extrêmement difficile de se développer par rapport au Minnesota? Tu as Kevin O'Connell qui est peut-être le meilleur développeur de carrière qu'on a dans la NFL en ce moment. Moi, je pense que les Vikings vont y aller avec J.J. McCarthy l'an prochain. Je pense que Sam Darnold va quitter. Est-ce que là, c'était les Steelers, tu penses à payer Sam Darnold? Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que tu fais. Sérieusement, en ce moment, tu me demandes qui va être le carrière partant des Steelers à la semaine 1 l'année prochaine. Parce que Wilson et Fields sont joueurs autonomes. Qui va être le carrière partant des Steelers au premier match de la saison l'an prochain? Sérieusement, là, je n'ai aucune idée de ce qui va être. Du moment que ce ne soit pas Aaron Rodgers, je vais être correct. Non, il s'en va prendre la place à Sam Darnold au Minnesota. Hey, écoute, j'ai tellement hâte qu'on se retrouve cet été, puis ça va être Aaron Rodgers qui va être le carrière des Steelers. Mais ferais-tu une autre année de Justin Fields comme partant? Absolument. Oui, ok. Absolument. Bien que, encore une fois, oui, il n'était pas bon dans un match contre les Ravens. Qui a été bon pendant ce match-là contre les Ravens? Ouais, il n'y a rien qui fonctionnait. C'est sûr, sa grosse lacune, c'est le jeu par la passe. Mais au-delà de ça, bon, on a été en mesure de gagner des matchs. Puis, regarde, ça vaut ce que ça vaut. Juste finir là-dessus. Encore une fois, problème organisationnel. Ça va être difficile, mais quand même espoir pour essayer de trouver un remplaçant au poste de carrière. C'est au niveau de la défensive, les gars, que ça va vraiment être difficile. On va retourner du côté de la nationale pour le match de 16h qui opposait les Eagles de Philadelphie aux Packers de Green Bay, qui était un rematch de la semaine 1, ce match au Brésil, si vous en rappelez. Ben là, cette fois-ci, ça a été un petit peu plus dégueulasse. Ça a été un match un petit peu bizarre. Ça n'a pas été une clinique offensive pour autant. Ça a été un match correct défensivement. Ça a surtout été un match qui a été ponctué par une terrible performance au premier quart par Jordan Love, qui a lancé pour 2 interceptions. Bon, juste overall aussi, un match totalement terrible. Jordan Love qui a lancé 3 interceptions au total et a eu de la misère vraiment sur certaines de ses passes. Puis je pense qu'on peut tous pointer le jeu le plus important du match était cette passe vers Malik Heath qui a été beaucoup trop haute. Ouais. Et Heath, en sautant, a perdu un peu de son pas et malheureusement a été forcé de mettre un pied en dehors du terrain en atterrissant. Et c'est une 4e passe qui était dirigée vers lui pendant ce match-là et aucune d'entre elles ne se sont converties. Un autre gros bordel à Green Bay cette année. Écoute, c'est déjà chanceux qu'il a déjà fini la game parce que moi, je regardais les receveurs de passe des Packers, je me suis dit, sacrément, il n'y en a aucun qui va finir en santé d'ici la fin de la game. Déjà que Christian Watson, c'est ça. Il n'a pas été en mesure de jouer. Là, tu regardes, c'est Romeo Dobbs qui a sauté dans les airs, a attrapé, finalement, il est sorti quasiment en commotion. Ouais. Écoute, si je suis un fan des Packers, puis je pense que ça fait des années qu'on dit ça, mais draftez un receveur. Faites quelque chose parce que, malgré tout l'amour que j'ai pour Jordan Love, moi, en tout cas, de mon œil personnel, moi, je ne vois pas de très gros... Oui, on est encore jeune, mais je ne vois pas d'upside. Vraiment, je ne vois pas un haut ceiling avec le corps de receveur des Packers. Mm-hmm. Je me dis... Si on peut essayer de trouver du talent au repêchage ou peut-être même sur le marché des joueurs autonomes, juste pour amener peut-être un peu d'expérience dans ce couple de receveurs-là,
je pense qu'on peut déjà donner. Je pense que ça peut être déjà un bon pas pour l'avant pour nos chers fromages. C'est ça, parce qu'on en a comme 6 corrects, mais on n'a pas de vrai numéro 1. Genre, je me dis qu'on espérait on est bon, mais pas élite. C'est ça, on a espéré que Watson le devienne à un moment donné, puis là, souvent blessé, puis c'est un petit peu inconstant quand il joue. Jalen Reed a eu des moments, mais n'a pas vraiment le profil d'un numéro 1. Romeo Doubs aussi, à un moment, il y avait une controverse avec lui, il voulait plus de ballons, il ne donnait pas, puis il avait comme quitté l'équipe pendant une semaine. Tout a été bizarre. Puis on a classique receveur de passe de la NFL. Ouais, mais c'est ça qui est bizarre parce que là, j'ai vraiment un blanc sur qui a sorti ça. Puis je parle vraiment du joueur de football et pas de la personne parce que la personne, on dira ce qu'on voudra d'elle. Mais j'ai vu quelqu'un qui disait l'an passé contre les Cowboys, Jordan Love a joué comme Brett Favre. Ben, cette année, Jordan Love a encore joué comme Brett Favre, mais à l'autre opposé du spectre. C'est ça la critique que j'ai pour Jordan Love. Qui est le vrai Jordan Love? J'ai l'impression qu'à chaque fois que je regarde un match des Packers, c'est une boîte à surprise qui est au poste de carrière. Puis autant il y a des semaines où est-ce que Jordan Love, tu vas le regarder juste, tu te dis, OK, ce gars-là est un des 5, peut-être 7 meilleurs talents de toute la NFL au poste de carrière. Puis il y a des matchs, je le regarde comme aujourd'hui. Puis là, je suis conscient que la défense des Eagles est bonne et tout. Mais c'est parce que c'est pas juste contre les Eagles. Je repense à un match contre les Bears ou quoi que ce soit. Des fois, je le regarde, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout est aussi laborieux avec lui? Puis il y a d'autres carrières qui ont un peu ce problème-là. Matthew Stafford, des fois, a ce problème-là aussi. Là. Des fois, tu le regardes, tu dis, oh boy, ça va être. Après trois lancers, tu le regardes, tu dis, oh boy, ça va être un match compliqué. Mais Jordan Love, j'ai l'impression que c'est des longues séquences. Puis je pense que je le comparais à un marqueur au hockey parce que c'est un joueur de séquence, mais c'est quasiment ça. Il va avoir comme un 4 matchs difficiles. Après ça, il va te vendre du rêve pendant 6 matchs de suite. Ça va se remettre à être difficile. Puis, est-ce qu'on peut juste avoir un peu de constance de sa part? Là, on lui a donné le gros contrat, mais à un moment donné, il ne veut pas les attentes vont augmenter. Puis, à Green Bay, tu fais suite à Brett Favre puis à Aaron Rodgers. Mettons que les standards sont assez élevés au poste de carrière. Puis, j'ai confiance que Jordan Love est capable d'être ce gars-là parce qu'on l'a vu l'année passée, puis on l'a vu par moments cette année, mais ça peut pas toujours être une boîte à surprise que tu as au poste de carrière parce que ça change tellement tout. Puis là, tu as Josh Jacobs qui est dans ton champ arrière. Excellent Josh Jacobs, encore un bon match aujourd'hui. Sa course aujourd'hui pour son. C'était pas un chi arrêté à ligne de 1, mais mon Dieu Seigneur, il avait l'air de. Il y avait des chaises de Marshawn Lynch. Oh, ouais, c'était Marshawn Lynch qui était là. Puis, mais là. J'ai pas envie de dire que tu as un point d'interrogation au poste de carrière parce que, bien évidemment, Jordan Love va être là match 1 l'année prochaine, mais j'ai un peu comme les Jaguars, peut-être. Tu te demandes c'est qui le vrai Trevor Lawrence, mais là, tu te demandes c'est qui le vrai Jordan Love. Là, sans dire que tu te demandes si c'est ton carrière de franchise, mais tu te demandes est-ce que c'est vraiment ce gars-là qui peut nous faire gagner autant de matchs que ça, surtout en série quand ça va compter. Peut-être une théorie pour ça, parce que là, l'année dernière, on a eu justement cet effet surprise-là avec Jordan Love, qui était, pas probablement comme sa vraie première grosse saison comme partant. Puis, on a vu où ils se sont rendus extrêmement loin en séries éliminatoires, puis du coaching incroyable de la part de Matt LaFleur. Matt LaFleur qui, pourtant, est l'une des têtes les plus créatives avec une attaque dans la NFL. Cette année, peut-être a-t-on été trop confiant avec ce que Jordan Love peut faire avec avec ce playbook de Matt LaFleur. Peut-être que on va peut-être réajuster un peu le cadran. Peut-être est-ce que Jordan Love sera-t-il simplement un game manager? Peut-être est-ce que c'est le genre le genre de cartable de jeu qu'on va devoir lui offrir l'année prochaine. Je veux dire, ça va être la job à Matt LaFleur et au coordonnateur de l'équipe à faire, mais est-ce que finalement Jordan Love est un carrière, sans dire nécessairement de système, mais qui a besoin d'un système cadré et strict pour s'assurer qu'il fasse le bon jeu? L'affaire, c'est que si c'est un game manager, en ce moment, il joue comme Baker Mayfield. Puis c'est pas ce que tu veux d'un game manager. Souvent, je le regarde, puis il est hyper agressif dans ses prises de décision. Ou des fois, tu le regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'interception, c'était celle de Darius. En fait, celle de Zach Bond, qui était vraiment. Il l'a lancé directement à Zach Bond. Il n'y avait aucun receveur là. Puis, des fois, tu te demandes vraiment ce qui se passe là. Puis, tu sais, des fois, il est hyper agressif, puis ça rapporte par moment. Puis, comme je l'ai dit, on le voit, il y a des bons moments avec Jordan Love et tout, mais je me demande s'il ne faudrait pas essayer de canaliser un peu cette agressivité-là, prendre le risque de, tu sais quoi, peut-être que ça va nous coûter 3-4 gros jeux dans l'année, mais
peut-être qu'au moins, on va garder le ballon un petit peu plus parce que là, il essaie de. En anglais, l'expression du hero ball, là, il essaie comme d'en faire beaucoup trop en ce moment. Il essaie de jouer au héros, puis ça. J'ai l'impression que plus souvent qu'autrement, c'est dans ces moments-là que ça se retourne un peu contre lui. Quand il garde les choses simples, ça va beaucoup mieux. Tu sais, là, c'est depuis la semaine 16, je pense. Ouais, c'est les 3 derniers matchs de saison régulière, puis aujourd'hui, c'est 2 passes de toucher en 4 matchs pour Jordan Love. Il a manqué une bonne partie du match contre les Bears de semaine 18, fait que, disons 3 matchs et demi, là, mais 2 passes de toucher en 3 matchs et demi pour ton carrière de franchise, c'est pas suffisant du tout pour les Packers. Et dans tout ça, on n'a même pas parlé des Eagles qui ont pas eu un match monstre, mais ont juste eu besoin de faire les bonnes choses. Puis ça, honnêtement, ça donne bien que les Packers se sont eux-mêmes tirés dans le pied pour Jalen Hurts qui avait une commotion et n'a pas pu jouer et s'entraîner bien longtemps avec ses coéquipiers. Même lui qui a eu un match très ordinaire avec seulement 21 tentatives de passe, puis seulement 13 d'entre elles ont réussi. Mais on dit match ordinaire. Mais si t'es les Eagles, la seule chose que tu demandes à Jalen Hurts, protège le ballon, fais pas le revirement puis lance pas l'interception. C'est juste ce que Jordan Love aurait dû faire. Ouais. Tant que tu protèges bien le ballon, tout va bien aller. C'est juste ça que tu as eu à faire. Puis, ils ont profité aussi, justement, on parlait de mauvaises décisions des Packers, d'un 4e essai assez laborieux de la part des Packers qui s'est donné à leur ligne de 25. Tout ce que l'offensive des Eagles avait à faire, c'est 3 possessions pour aller marquer et that's it. C'est Saquon Barkley qui a couru avec le ballon une vingtaine de fois ce match-ci, a récolté plus d'une centaine de verges. C'est exactement ce que tu avais besoin de sa part. Et que dire de ce toucher de Dallas Goedert pas vers le end zone. Quelle fin de semaine pour les State Farm et les joueurs de grand gabarit, hein, Pop? Écoute, Savage, White Boy, on a Savage, là. Hey man, 3 Stéphane en un jeu sur le même gars. Là. J'ai vu Derrick Henry, sa fameuse course de 99 verges. Là. C'était 3 gars différents au moins. Et là, le pauvre, c'était Valentine, parce qu'ils ont Valentine, je mélange un peu, mais je pense que c'était Carrington Valentine. Hey, 3 Stéphane. Sérieusement, le 3e, je pense que Goddard a volontairement ralenti juste pour en réussir un 3e. Comme là, c'est beau. Tu peux arrêter. On a même vu Derrick Henry. On a même vu Derrick Henry Stéphane, un gars tellement violemment qu'il a utilisé un adversaire pour devenir un bloqueur. Ça, c'était malade. Ça, c'est 2019, là, des plus belles runs de série que j'ai vues avec les Titans. Là, mais ça, c'était drôle. Qu'il avait pris Earl Thomas. C'était pas n'importe qui, le Earl Thomas, puis qu'il l'avait utilisé comme lead block. C'était vraiment malade, ça. Non, je pense que mon Stéphane préféré de Derrick Henry, c'est sur Josh Norman. Ah, classique. Surtout, je pense parce qu'on haït Josh Norman aussi. Je pense que le fait que ce soit un personnage qu'on n'aime pas trop. Pour terminer les 2 derniers affrontements dans l'américaine, Mister, on a Texans Chargers qui, je l'ai dit tantôt, on a été 0-2 pour nos prédictions un peu osées dans l'américaine. Les Chargers, encore une fois, c'est difficile encore une fois de dire est-ce que c'est temps. Est-ce qu'on doit regarder Justin Herbert? Est-ce qu'on doit regarder les armes avec lesquelles il est entouré? Puis, je me sens tellement mal pour cette défensive-là qui a fait tellement de son possible, mais vraiment, là, ce qui devait être la meilleure défensive du match s'est fait éclipser par celle des Texans qui sont allés chercher bon nombre de revirements, Mister, pour marquer des touchés. Le front défensif des Texans, sérieux, le front défensif des Texans, pour vrai, a plus game. Ils ont bouffé du barbecue texan, là. Barbecue texan, puis, tu sais, oui, on peut regarder les chiffres froidement et dire, ouais, Justin Herbert a lancé autant d'interceptions dans juste ce match-là qu'en saison régulière. OK, fine. À quel point Justin Herbert s'est fait frapper toute la game. Ouais. Mais... Puis, je ne peux pas prêt à dire qu'il était mal entouré, même que je pourrais même dire que Justin Herbert n'a jamais été aussi bien entouré. Ah oui, non, il y a quand même eu des années avec Keenan Allen et Mike Williams. Là. J'adore Ladd McConkey, je pense que ce gars-là est un des meilleurs receveurs de la NFL déjà, mais il y a quand même eu Keenan Allen et Mike Williams. Mais ouais, je comprends ton point. Là. Mais mettons l'attaque la plus balancée, mettons, si je pourrais dire ça de même. Avec un système avec Jim Harbaugh et tout ça. Et les Texans qui avaient de l'air à aller nulle part pendant les 20-25 premières minutes. Los Angeles qui fait un punt à la ligne de 1 passe à pas grand-chose.
quasiment de faire un safety. Houston remonte le terrain, inscrit le toucher. Merci, bonsoir. Ça n'a plus jamais été. Les Chargers s'en sont jamais remis. Jamais. Ça a juste été une série de désastres pour les Chargers qui, là, on parle, tu sais, la première interception, la passe qui était un petit peu trop haute, qui est juste passée entre les doigts du receveur. Idem, la série d'après. Que dire, les Chargers qui marquent un toucher, puis malgré ça, même pas capable d'aller chercher le point d'extra parce que le kick qui se fait bloquer et on ramène ça de l'autre côté pour 2 points. Il n'y a absolument rien. C'est la fois la plus Chargers de l'histoire de l'humanité. Pour vrai, là. Après avoir perdu son équipe de San Diego. Écoute, je revenais un peu, tu parlais de Justin Herbert, puis un petit mot sur Justin Herbert. J'adore Justin Herbert, un ancien des Canards de l'Oregon, puis je pense vraiment que ce gars-là est hyper talentueux et tout, mais là, Justin Herbert, après 5 ans dans la NFL, a joué 2 matchs de série. Le premier match contre les Jaguars a perdu une avance de 27-0, et hier, c'était une décrépitude totale, 4 interceptions. 3 ou 4, je pense qu'il finit avec 4, mais c'est 4, c'est ça, 4 interceptions pour Justin Herbert. C'est un peu inquiétant, je veux dire. Oui, là, on se disait Peyton Manning n'a pas rien gagné avant d'avoir 26-27 ans, avant sa 6e année dans la ligue. Puis c'est vrai, puis je veux dire, je pense pas que tu peux mettre tout ça sur les épaules de Justin Herbert, mais à un moment donné, il veut pas, il y a peut-être une partie du blâme qui doit lui être mis sur les épaules parce que c'est beau de faire des excuses à Justin Herbert tout le temps. Puis, comme je te dis, je ne suis pas prêt à dire que c'est tout de sa faute non plus. Là. Je pense que les Chargers ont juste complètement échappé hier, mais comme tu l'as dit, c'est même pas tant que les Texans ont été excellents. Je veux dire, CJ Stroud a eu un match plutôt bon, là. Puis Nico Collins a été assez solide, mais sérieusement, la défense des Texans a fait presque tout le travail dans ce match-là. CJ Stroud a été correct et a été surtout moins pire que Justin Herbert. Herbert l'a complètement échappé, puis ben, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Chargers sont en vacances, même avec une défense aussi dominante. Sur 32 tentatives de passe, 14 d'entre elles seulement ont été complétées pour Justin C'est Herbert pas bon. et les Chargers. C'est 14 dans 32, c'est horrible. On dit souvent, dans bien des sports, tu as comme ta marque de, je sais pas, que tu vises pour que ce soit considéré correct. Au basket, tu dis, 50% de tes shots, ça va. 40% du 3, mettons 35% du 3 points, ça va. Au football, pour un carrière, on vise 60% comme étant un bon match. Tu te retrouves non pas seulement sous le 60, mais tu te retrouves sous le 50% de tes passes réussies. Puis c'est même pas proche, là. T'es vraiment en dessous de 50%, là. Puis au-delà de tout ça, la ligne à l'attaque a alloué 4 sacs du corps aux Texans. Non, je te dis, le front défensif, chapeau aux Texans parce que, comme je disais tantôt, j'avais aucun espoir en eux. Damn! Je suis legit impressionné. Des fois, je peux avoir l'air d'un haters puis de taper sur le clou de certaines choses, mais credits where credits due, les Texans, wow! Leur défensive m'a laissé speechless. Bouche bée, je suis un peu jaloux. Oh, je te comprends. Ça aurait dû être ça avec les Steelers. Bref, dernier affrontement de cette fin de semaine entre les Bills et les Broncos. Business as usual pour les Bills, autant que ça a été une première demi quand même relevant, on va se le dire. Les Broncos qui ont frappé en premier, ils n'ont plus jamais marqué depuis, mais qui ont frappé en premier avec les 7 premiers points du match. Les Bills qui tentent justement, on va marquer des points, puis that's it. Puis c'est rendu 10-7 en cette fin de première demi. Et les Broncos qui vont avec un jeu truqué en 4e essai pour progresser sur le terrain. Ça, c'était cool. Tout ça pour terminer la demi sur un botté qui manque les poteaux. Et... un juicy dunk. Tu sais, on parlait du dunk tantôt, là, avec les Commanders tantôt, là. Celui des Broncos était juicy, là. Le son que ça a fait, Ben, ça a fait aucun sens. Un solide dunk. Et les Broncos n'ont plus jamais marqué du match et les Bills, comme on se le dit, c'est business as usual et on passe au deuxième tour. C'est tellement plate parce que ça faisait depuis 2014 qu'on n'avait pas fait les séries. Mais je me dis, on n'était pas encore rendu là du côté des Broncos. 2015. Fallait apprendre. Faut apprendre. C'est un step qui n'est pas le fun à traverser, mais les équipes championnes, éventuellement, passent par ce step-là.
déjà hâte à l'année prochaine pour les Broncos. Pop, c'est 2015. Comment oses-tu oublier l'année des Panthers? C'est vrai, tu as un point. Mais la NFL, c'est fourrant parce qu'on dit genre... mettons saison 2014, puis t'as genre juste les séries qui sont en 2015, je me mêle tout. C'est fou, hein, la NFL sur ce côté-là. Ouais. Tu sais, au moins, la MLB, tu te dis, tout est dans la même année. Ah, ça, c'est bien. La NBA puis la NHL, c'est comme quasiment splitté en deux, là. Ouais. Mais tu sais, t'as comme la NFL qui est genre 85% de toute la saison qui est genre sur la première année, puis t'as genre le petit 15% qui reste, fait que là, je suis comme... erreur 404. Même pas 15%. Anyways, donc, on a quand même nos affrontements pour la semaine prochaine. Alors, Mister, on va avoir besoin d'une prédiction. En un mot, je veux juste une réponse. L'équipe qui va l'emporter. Ravens-Bills? Pouah, faut que tu commences avec le plus tough. Ça va être violent. Ça va. Ravens. Je sais pas qui va gagner, mais ça va être violent. Pop, le but de l'exercice, c'est que tu me nommes un gagnant. Qui ça va être en un mot, sans plus? Buffalo. Félix, tu Ouais. dis? Ravens. Intéressant. Texans-Chiefs? Chiefs. J'aurais... Non, mais sérieux. Mais, avec la game qui vient de nous sortir samedi, que ça risque d'être intéressant. Pour vrai, Ouais. si les Texans, défensivement, mettent la même pression qu'ils ont faite sur Patrick Mahomes la semaine prochaine, au palais, attachez vos trucs, ça va être top. Lyon Commanders? Lyon par 20 000. Ça se termine là. Pop. Lyon Voilà. par Dan Campbell. Et finalement, bon, on va quand même se permettre la petite joute. Eagles, si ça devait être contre les Rams. Rams. Bold d'assumer que les Rams vont gagner. Les Rams vont gagner contre les Vikings demain, puis ils vont gagner contre les Eagles la semaine prochaine. Alors, Pop, j'ose imaginer que tu comptais surtout avec les Vikings. Donc, Pop, si les Eagles devaient se retrouver contre les Vikings. Je donne encore le edge sur les Eagles. Pour vrai, défensivement, Si c'est contre les Vikings, je donne l'edge aux Eagles. Ouais. Si c'est contre les Vikings, je donne sont sharp. Puis, comme j'ai dit tantôt, si Jalen Hurts limite les erreurs puis les revirements, les Eagles peuvent se rendre au Super Bowl pas facilement, mais de manière très véritable. Bon, Ouais. Définitivement. Alors, ne pas oublier aussi, on a quand même des nouvelles qui sont passées cette semaine. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu toute cette saga avec le poste d'entraîneur-chef chez les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre, qui était, ma foi, assez terrible et assez terrible comment on s'est occupé de Jaron Mayo dans tout ce dossier-là. Bon. Finalement, on a trouvé notre homme en Mike Vrabel, après son année de pause. Puis, ouais, Félix qui doit voir son coach tant aimé qui lui a fait vivre des émotions qu'on pourrait décrire ici au micro, s'en aller chez l'ennemi. Les Pats vont jouer à Nashville cette saison. En fait, la saison qui s'en vient, les Pats et Mike Vrabel vont être au stade des Titans. Puis, je suis très sérieux. Je pense que si les Titans perdent ce match-là, je pense que Brian Callahan se fait coller dehors le lendemain matin. Peu importe ton niveau dans la saison, les Titans pourraient être 9-1. Mais si les Titans perdent ce match-là, je pense qu'ils se font coller. J'espère que Callahan se fait coller dehors. Moi, ce que je me souviens juste, c'est que Mike Vrabel est le même gars qui a envoyé le plus gros fuck you à Bill Belichick encore là, en faisant couler du temps, en utilisant la même tactique que Bill Belichick, soit dit en passant. Et j'ai découvert aujourd'hui ma nouvelle stats préférée dans la NFL. Mike Vrabel, qui n'est pas un receveur de passe, a 12 réceptions en carrière pour 12 touchés. On appelle ça être efficace. Ouais. J'aime ça. Parce que les Pats l'utilisaient sur des packages spéciaux, c'était un secondaire et tout, mais on l'amenait à l'attaque pour faire un peu comme un allié rapproché, genre pour attraper des ballons. Ultimement, ça va être définitivement le fun à voir cette reconstruction chez les Patriotes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette première portion de l'émission. Restez là, on se retrouve dans 30 secondes alors qu'on va avoir une petite discussion sur le bilan de mi-saison des Canadiens de Montréal avec nul autre que le journaliste à la presse Guillaume Lefrançois. On a bien hâte de lui parler. Et on a belle discussion qui s'en vient. Alors, ne restez pas loin. On se retrouve tout de suite.
Bienvenue tout le monde à cette deuxième portion de l'émission où, une fois de plus, chers auditeurs et chères auditrices, on a un invité de marque pour vous. C'est avec plaisir et honneur que je vous le présente. Depuis près d'une dizaine d'années, il couvre les activités des Canadiens de Montréal pour le quotidien La Presse, grâce à, disons-le les gars, l'une des meilleures plumes de l'industrie. S'il n'est pas autour de l'équipe, il est certainement quelque part aux quatre coins du globe en train de photographier des chats pour sa prochaine publication Instagram. Ici, c'est pas assez pour vous. Sachez qu'il est également détenteur du titre de vainqueur du Mardi Bon Poule de la Cage au Sport édition 2009. C'est avec grand plaisir qu'on reçoit à l'émission pour jaser des Canadiens de Montréal, Guillaume Lefrançois. Hey! Yo! C'est... Après une introduction comme ça, la barre est très haute. Non, mais attends, très haute. La vraie question. Le fameux Mardi de Bon Poule de 2009 de la Cage de Montréal-Nord, est-ce que tu te souviens de ton alignement? Non, je me rappelle pas en fait parce que le format de ce pool-là, c'est un pool, tu sais, quand tu as des catégories, puis là, dans chaque catégorie, tu as 5 joueurs, tu en choisis un. C'est ça, tu en choisis un, puis là, une fois par mois, tu avais le droit de faire un changement. Puis donc non, je me rappelle pas par cœur, mais je me souviens que à la fin de la saison, donc fin février, début mars, j'étais en voyage, j'étais en vacances en Chine. Et puis, tu sais, je veux dire, j'étais quand même en vacances. Là. Oui, j'avais beaucoup de choses à visiter, mais je veux dire, je m'assurais quand même de prendre tout le temps nécessaire pour bien faire mes changements. Et là, ce qui était drôle, c'est que le site d'RDS était censuré en Chine. Parce que c'est ça sur Internet là-bas, je sais pas maintenant, mais dans ce temps-là, il y avait certains sites d'information nord-américains qui étaient censurés et RDS en faisait partie. Alors là, je demandais à un de mes amis de m'envoyer par email c'était qui mes gars moins productifs, m'envoyer des catégories, puis là, j'analysais tout ça, je lui envoyais ça, puis c'était lui qui me faisait mes changements parce que RDS était censuré. Prochain invité, les responsables de la censure en Chine. Je veux savoir pourquoi. Je veux savoir ça. Oui. Guillaume, juste avant de rentrer dans les vifs du sujet, bon, on connaît un peu l'allure de cette saison des Canadiens de Montréal. Certainement de la manière qu'elle a commencé, qui, disons-le, est loin d'être positive. Toutefois, par les semaines qui courent, ça semble bien aller. Lorsque vous êtes préparé pour le bilan de mi-saison de Kent Hughes, est-ce que les récentes performances du Canadien ont un peu mêlé les cartes au niveau de votre préparation? Ben oui, parce que surtout que, tu sais, moi, ce bilan-là, tu sais, on sait que ça va venir à chaque année. Là, c'est une espèce de truc qui, c'est ça, une affaire que la plupart des équipes font de toute façon, que le Canadien a toujours fait. Donc, tu sais, moi, en fait, à mesure que la saison avance, ben je me prépare un document. Souvent, il y a comme un moment dans la première moitié de saison où je me prépare un document parce que là, j'ai comme 2-3 idées de trucs qui seraient bien à aborder à ce bilan-là. Donc, tu sais, je commence à me prendre des notes, tout ça. Puis oui, à un moment donné, je me suis rendu compte que les trucs que je voulais aborder, c'était devenu les sujets étaient un petit peu devenus caducs ou peu importe où soit que le sujet est plus d'actualité ou soit que c'est pas vraiment le temps d'aller là nécessairement parce que bon, tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est pas quand je faisais ça, il y a un moment, disons, à choisir là, pour certains sujets et tout ça. Puis là, ben dans ce cas-là, je me disais, c'est peut-être pas le bon moment pour ça. Donc oui, c'est sûr que oui, ça change la donne. Finalement, j'ai pas travaillé sur le bilan là, parce que ça, on ne sait jamais en avance non plus, ça va être quelle date. Et puis là, ben là, la date que c'était, moi, ben j'étais en congé, donc c'était mes collègues qui allaient, donc mes collègues s'en sont occupés. Mais ça reste que oui, je me suis rendu compte que certaines idées que je m'étais sorties, ben j'aurais pas été là dans mes questions, dans mon texte. La grosse question, par contre, c'est au début de saison, tournoi de golf, bien sûr, on a entendu la fameuse phrase qui est étiquetée à toute la saison de « on veut être dans le mix ». Plus la saison avançait, on se disait, bon, finalement, est-ce que c'était juste une petite joute médiatique pour essayer de faire bonne presse avec les partisans de tu sais quoi, on va dire ça, on va être dans le mix, tout ça. Finalement, à la lumière des récentes performances, est-ce que c'est du génie qu'on ne voyait pas? Y a-t-il quelque chose qu'on a manqué? Ben oui puis non, c'est-à-dire que ce qu'on réalise, c'est que oui, quand ils sont en santé,
c'est une équipe correcte quand même qui est capable de tenir tête aux bonnes équipes. Mais ça, c'est quand même un gros si qu'il faut quand même rappeler de temps en temps. Parce que des équipes qui sont en pleine santé dans la Ligue nationale, ça arrive, là, je veux dire. Puis d'ailleurs, le Canadien a eu quelques adversaires dernièrement qui avaient peu ou pas de blessés. Les Capitals qui avaient juste Sonny Milano, par exemple, tu sais, comme ça va. Mais, je veux dire, on l'a très bien connu ici à Montréal depuis 3 ans. Ça arrive des années qu'il y a beaucoup de blessés, tu sais, puis dans ce temps-là, c'est difficile, et dans ce temps-là, ça teste la profondeur, puis tout ça. Puis d'ailleurs, tu sais, on l'a vu, le Canadien, sans Patrick Laine puis David Savard, ben, ça reste qu'il manquait des petits éléments quand même, tu sais, puis en défense, c'était plus difficile, puis ils ont joué, tu sais, ils jouaient pratiquement à 5 défenseurs puis 11 attaquants, tellement que Pezzetta et Struble jouaient peu. Donc, tu sais, c'est pour ça que oui, ils nous surprennent, mais en même temps, c'est ça. Ils sont en pleine santé et ça se peut qu'il y ait 2 blessés. Ça se peut qu'il y ait 2 blessés quelque part pendant la deuxième moitié de la saison et que le Canadien en ressente mais justement, avec les derniers matchs, on parlait beaucoup du calendrier, justement. Savard, Laine ne sont pas là, mais on trouve le moyen de gagner. Je pense que, tu sais, c'est là qu'on peut voir aussi que le visage du Canadien de décembre-janvier n'est pas le même que septembre, octobre, novembre, pour l'instant. Non, tout à fait. Je veux dire, ça leur enlève rien, mais je veux dire, c'est ça. Il y a quand même des petits éléments où est-ce qu'on voyait que ça manquait. Puis encore là, tu sais, Savard et Laine, si t'es pour avoir 2 blessés, ben bon, c'est pas si pire que ce soit eux. C'est-à-dire que bon, Laine, on le sait, là, jusqu'ici, il est surtout dominant en avantage numérique. À force égale, c'est pas vraiment lui qui fait bouger l'aiguille. Et puis, ben, David Savard, tu sais, il fait du travail honnête, tout ça, mais il va plus te donner 23 minutes de jeu, puis tout ça. Tu sais, il faut quand même que tu limites un petit peu son utilisation. Donc, tu sais, je veux dire, à l'inverse, si les 2 blessés, c'est Nick Suzuki puis Kaden Goulet, ben, je veux dire, ça va paraître, mais ça, c'est normal. N'importe quelle équipe qui perd son centre numéro 1, puis un de ses 2 meilleurs défenseurs, c'est sûr que ça va paraître aussi. Puis cette blessure-là, Savard, elle arrive dans le bon contexte. Maintenant qu'on a Alexandre Carrier, qui va un peu. T'as Carrier qui peut éponger un peu. Si on avait demandé la même chose à Justin Barron, par exemple, ça aurait été un peu plus laborieux, je pense. Là, on l'a vu plus tôt cette année, là, c'était pas toujours facile pour Barron. Puis un gars comme Carrier, je pense que ça a beaucoup solidifié cette brigade-là. Puis ben, j'imagine que c'est un peu la perception que tu as aussi de tout ça depuis un mois. Là. Tout à fait, oui, non, exactement. Cet ajout-là, j'avoue que j'en sous-estimais l'importance. Je pensais pas que Carrier rentrerait puis occuperait le rôle qu'il occupe là, c'est-à-dire vraiment un gars de deuxième paire puis qui fait quand même un bon travail là, sur un deuxième duo. Donc, chapeau à Kent Hughes pour celui-là. Au-delà de ça, Alex Carrier, est-ce qu'il s'est bien adapté au marché montréalais puis justement de voir le nombre de journalistes que vous êtes autour de lui? C'est-tu bien acclimaté à ça? Oui, ça a jamais eu l'air de le déranger, ben honnêtement. C'est un gars qui est très, très à l'aise, très à l'aise à nous parler, très à l'aise devant les caméras. Donc, oui, non, c'est pas du tout, ça semble, en tout cas, si ça le dérange, il le cache bien parce qu'il est parfaitement à l'aise quand on lui parle. Mais ça doit être, le John doit quand même être assez visible de passer de la couverture médiatique de Nashville en pleine saison de la NFL, encore pour l'instant, jusqu'à Montréal, où ce que là, c'est la religion par excellence ici. Ben oui, exact. Ça, c'est clair. Mais après ça, je pense qu'il y a des joueurs qui sont faits pour ça. Il y a des joueurs qui carburent à ça même, puis que je suis persuadé qu'il y a des joueurs qui, dans un marché où il y a peu d'attention, tout ça, ben, peut-être que ça stimule moins. Je sais pas, c'est dur à dire, mais je veux dire, moi, c'est l'impression que j'en retire, puis c'est une chose aussi à laquelle je pense Kent Hughes puis la nouvelle, on va arrêter de dire la nouvelle administration, là, mais toute la direction de Kent Hughes et Jeff Gorton, je pense qu'ils font attention à ça, ils s'assurent d'aller chercher des joueurs qui sont prêts à assumer cette attention-là, puis on le sait, là, Juraj Slafkovský, c'est exactement ça. Il est à son aise quand les réfractaires sont sur lui. Il y a aucun problème avec ça. Et puis, ben, c'est ça, c'est important c'est important d'identifier ces gars-là qui vont être à leur aise dans cet environnement. L'un des bons coups, justement, depuis le début de la saison, qu'on remarque, on en parle, on en jase, c'est bien sûr Lane Hutson. Je veux faire un petit peu de pouce sur le cas de Lane Hutson parce que j'écoutais cette semaine la radio et c'était ton collègue Alexandre Pratt qui était de passage aux amateurs de sport et il parlait que
comme quoi, ben oui, on s'emballe souvent pour des espoirs à Montréal, mais là, maintenant qu'on a des résultats avec Lane Hutson, on semble garder une petite gêne à son endroit à l'idée de le vendre. Qu'est-ce que tu en fais, mettons, de ces commentaires-là là-dessus? Est-ce que tu penses qu'Alexandre Pratt, il y a moyen de dire, ben oui, en effet, par le passé, on a eu quelques ratés, puis c'est une gêne qui est justifiable, ou au contraire, est-ce qu'on devrait faire quelque chose avec ça, puis vendre un peu plus notre salade avec Lane Hutson? Ben, je pense, les partisans peuvent réagir comme ils veulent bien réagir. Il y a aucun problème avec ça. Mais tu sais, je pense que c'est quand même correct aussi comme journaliste de se garder une certaine retenue, une certaine gêne, tout ça. Je veux dire, justement, toute cette amplification-là, ben, je veux dire, l'équipe va le faire, les coéquipiers vont le faire, des fans vont le faire, puis je veux dire, après ça, oui, ça se peut que certains journalistes ou peu importe le fassent, mais je veux dire, je pense en tout cas, nous, dans notre cas précis de vraiment journalistes sur le beat, qu'on est là au quotidien, qu'on leur parle, tout ça, ben oui, il y a quand même une certaine retenue. Je veux dire, on veut pas, je te donne un exemple. Nous, on vote pour les trophées dans la Ligue nationale. Tu sais, les trophées de la Ligue nationale, c'est l'association des, ce qu'on appelle le PHWA, donc l'association des journalistes qui couvrent la Ligue nationale. On vote pour ça. Ben, si on se met à écrire à tout bout de champ à quel point que Lane Hutson, c'est la meilleure chose depuis le prêt tranché, on est-tu en même temps en campagne pour qu'il gagne le trophée Calder? Tu sais, c'est ça aussi. Tu sais, c'est pour ça qu'il faut quand même essayer de rester relativement posé. Puis après ça, ben, quand viendra le temps de voter, ben, regarde, si je juge que c'est lui la meilleure recrue, je voterai pour lui. Mais je veux dire, j'ai pas à faire de campagne non plus pour ça. Puis je veux dire, chacun est libre de l'analyser comme il veut, puis de l'apprécier comme il veut. Puis surtout que, tu sais, veut pas, Lane Hutson, je pense, dès la seconde, son nom a été prononcé en 2022 par Jeff Gordon ou Ken Hughes, je ne sais plus. Non, c'est Martin Lapointe, je pense, j'ai vu la vidéo passer cette semaine. Tu sais, il y en a eu du hype sur Lane Hutson, puis je pense que c'est quand même quelqu'un qui a probablement le mieux réussi à répondre à ces attentes démesurées-là. Tu sais, je ne veux pas d'évaluer comme Juraj Slafkovský ou Cole Caulfield quand il était à l'université avec Wisconsin, mais je pense que Lane Hutson, malgré toutes les attentes qui ont été placées en lui, d'une certaine façon, il a réussi à dépasser ça. C'est ça qui me sidère déjà à sa première vraie saison en Ligue nationale, alors qu'on pensait peut-être encore qu'il allait commencer l'année à Laval, juste après ses 2 premiers matchs contre Détroit l'année passée. C'est absolument, c'est effectivement un cas de dépasser les attentes. Puis je me souviens avant même qu'il arrive, on se disait bon, qu'il va être bon, mais mettons qu'il devient Samuel Girard. Ben, c'est correct, là. Je veux dire, un choix de fin de 2e tour. Si ça devient un Samuel Girard, bon Dieu, bon coup. Bravo aux Canadiens, là. C'est très bien. Puis Samuel Girard, on l'aime tout, puis il a une belle carrière. Donc, c'est ça, tu sais, c'est très dur à dire, mais là, de le voir aller, de voir comment que de semaine en semaine, de mois en mois, il semble vraiment gagner en maturité. C'est rare que tu le vois faire 2 fois la même erreur. Tu sais, je veux dire, il y a quand même... c'est vraiment ça qui est impressionnant, son nombre de minutes qu'il joue. Tu sais, là, il est à 23 minutes par match en moyenne. Mais tu sais, c'est une chose de jouer 23 minutes pour une équipe qui est dans le fond du classement et qui n'a aucun enjeu. Mais là, c'est 23 minutes dans une équipe qui est dans la course aux séries en ce moment puis qui ils sont pas là juste pour donner des minutes pour que les jeunes se développent. Là. Je veux dire, ils essaient aussi de gagner des matchs. Donc, c'est impressionnant. Puis je vais rebondir un peu sur Hutson parce que si on parle beaucoup de son jeu offensif, puis avec raison, tu sais, c'est la recrue à la mi-saison qui a le plus de points dans toute la LNH. Mais moi, ce que je remarque beaucoup, surtout depuis une dizaine de matchs, son jeu défensif, j'ai l'impression qu'il a vraiment pris un step par en avant. Puis je pense que vendredi soir, tu étais à Washington justement. Puis ben, c'est son jeu défensif qui a mené au but victorieux de Nick Suzuki en prolongation. Puis je veux t'entendre un peu là-dessus. Toi, son jeu défensif, tu sais, je pense que c'était la crainte de beaucoup de gens avant qu'il arrive dans la LNH. Qu'est-ce que tu penses de son jeu défensif à Hutson cette année depuis son arrivée justement? Ben, ce qu'il y a toujours eu, puis que ça, on l'a vu très rapidement, c'était une combativité puis une intensité. Ça, il l'a toujours eu. C'est sûr que c'est pas intensité au sens que non, il ira pas défoncer un gars dans la bande. Ça, c'est pas lui. Mais je veux dire, mais il est très... Non, c'est ça. Mais il est très compétitif, puis oui, il monte souvent avec la rondelle, mais il revient aussi vite, tu sais, en repli, tout ça. Donc, tu sais, je veux dire, tu sais, à partir du moment où le joueur, quand même, tu vois que cette conscience-là de, OK, si je pars, il faut que j'ai les jambes pour revenir, puis tout ça, il faut que je défende. Puis, tu sais, il joue avec la même intensité en zone offensive que défensive. Donc, tu sais, ça, déjà en partant,
ça joue pour beaucoup. Après ça, je veux dire, oui, physiquement, il va toujours avoir la grandeur qu'il a, puis ça va arriver qu'il va se faire tasser, mais je le trouve très, très bon avec son bâton. Je trouve qu'il tue une quantité de jeu impressionnante avec son bâton, simplement parce qu'il positionne bien, il anticipe bien le jeu. Donc, tu sais, ça là-dessus, oui, c'est effectivement une révélation. On va voir comment ça va aller en deuxième moitié de saison quand le jeu va se resserrer puis tout ça. On verra, mais je veux dire, pour le moment, cet aspect-là de son jeu est quand même étonnant à voir aller. Guillaume, on a des petites questions du public aussi qu'on a gardées pour toi. Puis une que j'aimerais commencer avec, ça provient de Michael Payette qui demande mauvaise question, Pop, mais qui demande pardon, est-ce que d'après vous, le Canadien va prendre un autre gros step l'an prochain, même avec la possible perte de certains vétérans? On nomme Christian Dvorak, David Savard, Yoel Armia, Jake Evans et Mike Matheson qui reste encore une année de salaire, ainsi qu'avavec l'arrivée de prochaines recrues telles que Demidov, H-Beck et compagnie. Ben, j'ai l'impression que oui, tu sais, le noyau de cette équipe-là, le Suzuki, j'inclus Suzuki là-dedans qui peut, tu sais, je veux dire, t'en as des joueurs que même après 25 ans, ils continuent quand même à progresser. Donc, tu sais, je veux dire, Suzuki, ça veut pas dire qu'on a vu son plafond. Caulfield, je trouve qu'il commence à ressembler quand même à un joueur complet. Hudson et Goulet, c'est sûr qu'ils vont progresser. Donc, tu sais, je veux dire, oui, tu sais, je pense qu'il y a de la place, puis après ça, bon, Demidov, on va voir, c'est un autre là, que, bon, on verra ce qu'il va faire. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont enthousiastes. Attendons voir. Tu sais, Emil Heinemann, ça en a un autre qui a place quand même à faire croître son jeu parce que là, il le fait dans un rôle très limité. Donc, tu sais, oui, je pense qu'il y a différentes zones à gauche, à droite pour de l'amélioration. Après ça, tu sais, les vétérans en fin de contrat, je veux dire, moi, j'ai l'impression, je veux dire, si j'étais eux, moi, je pense que Jake Evans, Yoel Armia, tu dois les ramener. Si bien sûr, ils visent pas la lune, là, mais tu sais, c'est moyen de s'entendre sur des salaires raisonnables, c'en est deux que tu ramènes. David Savard, on verra. Tu sais, je pense que David Savard, on le voit déjà cette année, c'est de gérer une certaine décroissance. Donc, tu sais, si, je veux dire, moi, je pense qu'il leur ferait pas de mal, là, s'il revenait ici. Parce qu'oublions pas qu'à droite, David Reinbacher va revenir d'un an d'absence. Logan Mailloux, ben, on va voir comment ça va. Mais tu sais, je veux dire, ils sont pas sortis de l'auberge du côté droit pour autant, tu sais. Donc, ça se peut bien que Savard puisse encore les aider l'an prochain. Donc, tu sais, s'il est prêt à continuer puis à prendre une petite diminution de salaire, tu sais, c'en est un, je serais pas surpris qu'il revienne non plus. Donc, en tout cas, bref, donc, tout ça pour dire que oui, je pense que quand même, de façon générale, moi, oui, c'est une croissance qui peut quand même se poursuivre l'an prochain à cause de la marge de manœuvre qu'ont plusieurs joueurs importants dans le noyau. Moi, ce que j'aime, c'est que tu as devancé une de mes questions. Je voulais te parler de Jake Evans, justement. Tu sais, je pense que c'est le nom qui fait le plus jaser à Montréal ces temps-ci de qu'est-ce que vont faire les Canadiens avec Jake Evans si on sait qu'il va devenir joueur autonome au terme de la saison. Puis, ben, je pense que tu m'as un petit peu répondu, mais dans le fond, toi, tu garderais Jake Evans, tu essaierais de t'arranger pour le conserver. Puis, dans une éventualité, mettons, où une équipe t'offre un choix de première ronde, un choix de fin de première ronde, est-ce que c'est quelque chose que tu considérais? Je te fais jouer un peu au DG, là, mais est-ce que ça, c'est quelque chose que tu penses qui serait un prix raisonnable? Tu sais, comment tu gérais le cas de Jake Evans? Ben, tu sais, je pense qu'ils ont atteint le point où ils ont accumulé assez de choix au repêchage justement pour se permettre que, tu sais, si un joueur d'un âge correct qui est prêt à accepter un salaire correct, ben tu es peut-être rendu au point où tu peux le garder au lieu de continuer à accumuler des choix au repêchage. L'autre chose avec Evans, tu sais, en fait, Evans, c'est pour deux raisons que je pense que ça serait important pour le Canadien de le garder. Premièrement, la position de deuxième centre, c'est quand même pas clair encore pour le moment. Je dis pas qu'Evans va être un deuxième centre, mais je dis juste que, tu sais, là, on le voit cette année, je veux dire, ce rôle-là de deuxième centre qui a principalement été occupé par Kirby Dach, ça n'a pas été un rôle productif, ça a peut-être été le maillon faible du Canadien en première moitié de saison. Ça a été compensé en partie par justement le brio de Jake Evans. Si c'était pas Jake Evans qui connaît cette première moitié de saison-là, je sais pas où le Canadien est en ce moment. Donc, c'est une bonne police d'assurance si jamais ta position de deuxième centre demeure un petit peu floue. C'est une bonne police d'assurance. Puis l'autre chose, ben, tu sais, oui, tu as Owen Beck qui arrive, il y a une bonne première saison dans la Ligue américaine, je comprends tout ça, mais c'est long de développer un bon centre. Puis tu sais, Jake Evans, ça fait 5 ans qu'il est là. Puis c'est là, cette année, que vraiment,
que ça décolle un petit peu plus, qui est capable d'aider offensivement, parce qu'avant ça, c'était vraiment un centre de 4e trio qui faisait son 25 points par année, puis c'est tout. Puis là, après 5 ans, donc tu sais, je veux dire, sachant, puis ça a pris 5 ans, puis avant ça, il avait fait son 2-3 ans dans la Ligue américaine, puis il est arrivé vieux, puis tout ça, tu sais. Donc, tu sais, prends Owen Beck, là, qui a 21 ans, qui va avoir une année d'expérience dans la Ligue américaine. Ça se peut que ça y prenne encore un certain temps avant d'être un vrai bon centre dans la Ligue nationale. Donc, je veux dire, je veux dire, c'est ça. Si tu peux garder Evans à moyen terme, ben, regarde, ça va donner le temps à Owen Beck de rentrer tranquillement. Puis s'il faut qu'il y ait 2-3 saisons à faire 20-25 points comme on vient de voir Jake Evans, ben, c'est correct. Ça prendra le temps que ça prendra, mais au moins, t'en as un autre, puis t'es pas forcé de tout de suite mettre Owen Beck rapidement dans une position de le monter dans un 3e trio ou quelque chose comme ça. Donc, tu sais, je pense qu'Evans peut t'acheter du temps, le temps que Owen Beck se développe convenablement. Il achète du temps, puis aussi, tu sais, veux pas, Jake Evans, c'est dans les vieux, entre guillemets, je vais mettre ça, entre guillemets, tu sais, c'est le seul dans les vieux avec Brendan Gallagher qui a été repêché et développé par l'organisation. Ça rentre-tu un peu dans ce thought process-là de négociation aussi? Puis, tu sais, Jake Evans, pour moi, c'est aussi un gars qui peut permettre à Nick Suzuki de se concentrer peut-être un peu plus offensivement parce que on sait, Nick Suzuki n'a pas manqué un match depuis le début de sa carrière dans la Ligue nationale, a probablement un des rôles les plus ingrats dans cette reconstruction-là. Moi, je sens que Jake Evans peut enlever un peu de poids sur les épaules dans le jeu de Nick Suzuki en ayant justement une stabilité sur le 2e/3e trio aussi. Là. Ben, en fait, c'est qu'Evans prend beaucoup de mises au jeu en zone défensive. Donc, ça, c'est ça, toutes ces mises au jeu-là qu'il prend, ben, ça libère Suzuki. Donc, oui, ça aide. Après ça, le fait qu'il ait été repêché par l'organisation, je pense pas que ça compte pour beaucoup parce que c'est pas cette administration-là de toute façon. Donc, tu sais, il n'y a pas cet attachement-là. Par contre, je pense que son ancienneté dans l'organisation peut peser parce que tu vois quand même que c'est un gars qui commence à avoir de l'ascendance. C'est un gars qui a l'air populaire dans le vestiaire, qui a l'air apprécié par ses coéquipiers. Puis je pense que c'est un gars qui est un bon exemple. Puis justement, je pense qu'il pourrait être un bon modèle pour Owen Beck quand Owen Beck va arriver. Jake Evans, quand c'est arrivé, il y avait Nate Thompson comme modèle qui était très, très bon pour eux. Ben, je veux dire, regarde, c'est sûr qu'Evans, c'est plus jeune que ce qui était Nate Thompson, mais il peut quand même servir dans un certain sens de cette espèce de modèle-là pour aider Owen Beck. C'est presque criminel qu'on se soit rendu à cette marque de l'émission puis qu'on n'ait pas parlé de Jakub Dobeš. Guillaume, tu as vécu l'ascendance de Jakub Dobeš avec le grand club alors qu'ils étaient un simple voyage en Floride. Comment s'est vécu la transition de son côté aussi si rapidement? Bon, ben, on passe Kaden Primo au balotage, on fait monter Jakub Dobeš. Qu'est-ce que tu en fais de son ascendance avec le grand club? C'est quand même particulier. Ça, je m'y attendais pas. Moi, je pensais qu'ils allaient être très patients avec Dobeš. Ouais. Et d'ailleurs, au moment où c'est arrivé, un petit peu avant Noël, on entendait des espèces de murmures comme quoi que peut-être que Primo serait pas là après Noël, mais Dobeš lui-même revenait d'une blessure, donc on se disait est-ce que ça va être vraiment Dobeš? Est-ce qu'il pourrait rappeler Connor Hughes à la place? Parce que c'est ça, étant donné que Dobeš, je pense qu'il avait juste joué un match avant Noël, bon, il était un petit peu magané, tout ça, mais finalement, visiblement, la pause des fêtes lui a fait du bien. Puis là, ben, c'est sûr qu'en étant avec le Canadien plutôt qu'à Laval, ben, il y a un petit peu moins de départs. C'est comme c'est Montembeault, mais il y a un départ par semaine pareil. Ça se passe très bien jusqu'ici. On va voir. Je dis, ça reste que c'est un gars qui a un bon début de carrière professionnelle. Il y a eu 2 premiers mois difficiles à Laval l'an passé, mais depuis ce temps-là, ça a vraiment décollé pour lui. Donc, il faudrait voir, mais c'est intéressant, puis c'est intéressant aussi le genre de problème que ça pourrait poser aux Canadiens si jamais si Jacob Fowler devient professionnel à la fin de l'année, effectivement. Alors, comment tu gères tout ça? Est-ce que Jacob Fowler se voyait rapidement dans la Ligue nationale? Est-ce que sa vision des choses change? Ça pose tout plein de questions intéressantes, mais tu sais,
ça reste que ça fait seulement 3 matchs. Alors, attendons voir. Puis surtout que s'il y a une position où les équipes font beaucoup de vidéos puis peuvent exposer un athlète, ben c'est la position de gardien. Là. Je veux dire, là, les équipes vont accumuler des données, des vidéos, des minutes. Et donc, il faudra voir comment Dobèche va résister à ça. Mais il fait très bien ça jusqu'ici. Très rapidement, tu as parlé de Jacob Fowler. Est-ce que c'est vraiment une possibilité qu'on risque peut-être de le voir à Laval d'ici la fin de la saison universitaire du côté de Boston? Vraiment. Je veux dire, j'en ai aucune idée, honnêtement. J'ai pas. Moi, ça fait quand même plusieurs mois que je lui ai parlé là, à Fowler. Donc, tu sais, j'ai pas un gros feeling nécessairement de la chose. Mais je veux dire, je pense que être dans ses souliers, tu t'analyses la situation, ça peut être un bon moment pour faire le saut, effectivement. Tu sais, s'il juge qu'il a appris ce qu'il avait à apprendre à l'université, tout ça. C'est quand même un gars qui a déjà une bonne carrure. Donc, c'est pas comme s'il avait besoin de se développer physiquement. Là, il a déjà la carrure. Il est dans un programme super fort où est-ce que tu peux te demander, bon, est-ce qu'il a vraiment intérêt à jouer 3 puis 4 ans dans ce programme-là où l'équipe le gagne tout le temps. Puis, je veux dire, peut-être qu'à un moment donné, là, tu fais comme, OK, j'ai fait le tour du jardin ici, je suis prêt à passer à l'autre niveau. Et puis, ben, sans savoir ce qui va arriver avec Caden Primo au-delà de cette saison, ben oui, ça peut être un bon moment pour lui pour considérer de faire le saut. Je pense que plus Jacob Dobèche va être bon dans la Ligue nationale, plus ça peut être tentant pour lui parce que ça peut vouloir dire dans ce cas-là qu'il y aurait le filet pour lui à Laval l'an prochain, si Dobèche montre qu'il est prêt à faire le saut. Mais encore une fois, là, je veux dire, attendons avec Dobèche, regardons-le aller, tout ça avant de déterminer que voici, on a un de vrai gardien qui est prêt à être numéro 2 dans la Ligue nationale. Là, je pense qu'on va attendre d'avoir un petit peu plus un plus gros échantillon. Juste avant d'avoir quelques questions en rafale pour toi, Guillaume, on te connaît bien sûr pour assurer la couverture des Canadiens de Montréal, mais aussi comme étant un grand fan de lutte. La question se lève à tout le monde. Est-ce que tu as renouvelé ton abonnement Netflix pour la WWE? J'ai jamais eu d'abonnement Netflix, imagine-toi donc. Je vais vous parler d'un dinosaure en ce moment qui a... tu vois... Vous voyez, la seule plateforme à laquelle je me suis abonné depuis que les plateformes existent, c'est Crave, et c'était pour la série Dark Side of the Ring, série de documentaires là, sur la lutte, justement, qui sont vraiment très bons. Donc, une fois par année, je me prends 1 mois ou 2 d'abonnement à Crave, je regarde les documentaires quand j'ai le temps, puis ensuite, je me désabonne. Puis non, j'ai jamais eu d'abonnement Netflix. Donc, falloir que je passe à tout ça. Tu sais, en tout cas, disons que même quand c'était à Sportsnet, je perdais l'habitude un petit peu de regarder la WWE ces dernières années. Je m'arrêtais quand je zappais dessus, mais sans plus. Donc, là, je vais voir. Il va falloir que je passe à tout ça. J'espère que les questions vraies ou faux des bancs d'école sont pas trop loin dans ta mémoire, Guillaume, parce qu'on en a quelques-unes pour toi. Allons-y, sans plus tarder. Le Canadien est-il une équipe de séries éliminatoires? C'est un drôle de moment pour poser la question quand on l'affiche de 9-1-2 dans les 12 derniers. C'est un drôle de moment. 12-5-1 depuis le 1er décembre, hein? 12-5-1 quasiment depuis un mois et demi. Oui, non, exact, tout à fait. Je vais quand même dire faux pour le moment. Il y a énormément d'équipes qui sont dans le fameux mix. Justement, là, le Canadien n'est pas tout seul non plus. Il y a certaines équipes là-dedans qui ont sous-performé. Donc, allons-y pour faux. Le Canadien aura son premier joueur d'1 point par match depuis Alex Kovalev. Ça, c'est vrai. Je pense qu'il y a vraiment Nick Suzuki tellement constant. Je pense que ça va arriver. Il est bien entouré. S'ils n'ont pas de blessure dans les joueurs importants à l'attaque, Suzuki va y arriver, c'est vrai. Je rebondis vite. Est-ce que Cole Caulfield va le faire aussi ou juste Nick Suzuki? C'est dur à dire. C'est sûr que c'est ça. Là, au moment où on se parle, c'est 43 points pour Suzuki, 40 pour Caulfield. Donc, c'est ça. Suzuki a une petite longueur d'avance. Ouais. Je pense que Caulfield va y arriver éventuellement, oui, parce que c'est un passeur sous-estimé. Le 40 goals, est-ce que le 40 buts, le premier depuis Vincent D'Anfos, on va enfin y arriver? Après que Max Pacioretty a genre passé proche. À 39. Exact. Oui, Caulfield va y arriver. Il y a les occasions nécessaires pour y arriver. Il va l'avoir. Lane Hutson est le favori pour le trophée Calder. J'ai le goût de dire faux.
Premièrement, j'ai trop peu vu Celebrini cette année, donc ça, je peux pas me prononcer sur l'impact de Celebrini. Mais ce que je sais, c'est que trop souvent, le trophée va à la recrue qui a le plus de points. Et Celebrini, là, Hudson est devant parce que Celebrini a été blessé. Mais si les deux sont en santé pour le reste de l'année, ben Celebrini a un meilleur rythme que Hudson. Alors, s'il finit devant Hudson, je crains qu'il et quand je dis malheureusement, c'est parce que je déplore ça. Ça m'est souvent arrivé, moi, par les années passées, de voter pour un défenseur pour le Calder. Et c'était tout le temps le joueur qui avait le plus de points qui gagnait. D'ailleurs, j'ai voté Brock Faber l'an passé et non pas Cameron. Non, enfin, un homme de culture ici, mesdames et messieurs. Un homme de culture. Le Canadien est à un Ivan Demidov près d'être l'équipe la plus excitante de la Ligue. Oh, excitante. Ouais, non, pas la plus excitante quand même, parce que je pense que l'Avalanche, les Oilers, c'est assez excitant à regarder. Mettons, on dit régulier en série. On est à un Ivan Demidov d'être régulier en série. Un Ivan Demidov développé. Okay. Je sais pas si Demidov recrue, je sais pas, mais le Demidov à 22 ans, là, quand tu vas avoir 2-3 ans dans le corps, là, oui. Okay. Emil Heinemann est le meilleur secret caché de la LNH depuis la recette d'11 épices et herbes du colonel Sanders. Vrai. Je suis ce joueur-là, je trouve qu'on l'apprécie. Plus on le voit, plus on l'apprécie. Vraiment toute une révélation. Selon ta mémoire de gars sur le beat et même de journaliste depuis les dernières années, une recrue comme Heinemann qui réussit autant à produire malgré un temps de jeu limité de même, puis être aussi low profile de même. La dernière fois qu'on a vu ça, que ce soit à Montréal ou même dans la Ligue nationale, tu disais ça date depuis quand, tu penses? C'est dur à dire, mais tu sais, n'oubliez pas qu'Arthur Lekonen avait eu une bonne année recrue aussi quand même. Puis justement, même affaire, il y avait un rôle limité, tout ça. Donc, tu sais, il y a peut-être un petit peu lui, mais Heinemann, je trouve ce qui est intéressant dans son cas, c'est qu'il il n'a pas peur non plus d'être robuste. Puis donc, même dans les matchs où il compte pas, où il fait pas de points, il fait quand même sentir sa présence parce qu'il frappe fort d'un coin. Emil Heinemann va nous amener à la Coupe Stanley. Guillaume Lefrançois, le Carlet, vous l'avez entendu ici en premier. Félicité. On va clipper ça, ça va être viral. Et finalement, Guillaume, parce qu'on est dans toute cette ferveur des séries éliminatoires au football, les Chiefs de Kansas City remporteront un 3e Super Bowl consécutif. Faux, c'est l'année des Bills. Vous savez, j'aime beaucoup la ville de Buffalo, j'aime beaucoup aller à Buffalo, tout ça, donc c'est leur année, c'est l'année des Bills. Belle victoire aujourd'hui d'ailleurs contre Denver. Très convaincante. Puis c'était 7-0 après 3 minutes, là, puis ça a été tout. C'était pas plus 7-0 pour Denver. C'est ça, ça a été tout. Enfin, Guillaume Lefrançois, merci beaucoup d'être passé à l'émission. Ce fut un plaisir de te recevoir et de pouvoir profiter de ta connaissance et bien sûr de ton expérience sur le beat des Canadiens. Ben, merci beaucoup, messieurs. Bien heureux d'avoir fait ça avec vous. Amusez-vous bien. Et puis voilà, j'ai bien hâte que vous remettiez mes propos dans ma face dans 2 ans quand je vais avoir l'air fou. Puis t'es le bienvenu n'importe quand si tu veux venir jaser d'un point chaud avec nous sur le hockey ou whatever. Même la lutte, si tu veux venir nous jaser de lutte à un moment donné, t'es invité n'importe quand, ça va nous faire plaisir. Bon, ben ça marche. Merci beaucoup, les gars. Merci Guillaume. Merci. Bye bye. Ah, quel chic type, hein? Quel homme. Ouais. Quel homme. Juste avant... Mais pas avoir eu l'alignement, je suis déçu, par exemple. Moi, je voulais le secret, le secret le mieux gardé de tout Twitter, le fameux line. Peut-être que c'est caché dans les courriels de l'ami et Guillaume. Peut-être même un vieux courriel. On parle de 2009, c'est quand même d'il y a 15 ans, 16 ans maintenant. Ouais. Peut-être perdu quelque part là-dedans sur un vieux courriel dont on ne se rappelle même plus le mot de passe. Là. La cage au sport Montréal-Nord, écrivez-nous. Peut-être que vous avez ça dans vos archives à quelque part. Mes DM sont ouverts. J'ai juste ça. Est-elle encore ouverte? Ça doit. Ça serait confirmé. En tout cas, ça s'appelle certainement plus la cage au sport. C'est la cage. Parce que faut croire que c'est pas bon d'être... En tout cas, on partira pas en guerre contre l'équipe marketing de la cage. Ça fonctionne. Ils ont des restos en France maintenant. Fait que
Ah, ouais? Ouais, ils sont avec Gresson en France. Hey, cette fin de show-là passe sur une dérape pas à peu près. Là. Je pense qu'il t'a rappé ça avec le joueur de la semaine. Je pense qu'on est rendu là. Alright, allons-y. Donc, mesdames et messieurs, juste avant qu'on se quitte, on a quand même votre petit quiz du joueur de la semaine. Alors, cette semaine, le joueur a été repêché en 2014, joue actuellement pour les Canadiens de Montréal et natif du Canada, en plus d'avoir présentement un total de 10 buts pour la saison. Et Félix Forget, on a nommé... Ben, Jake Evans, on en a parlé tantôt. On s'est dit que c'était une bonne idée de ramener Jake Evans une nouvelle fois pour ce segment Devine le joueur de la semaine. Ça, je pense que c'est, comme je le disais tantôt, je pense que c'est le nom qui fait le plus jaser à Montréal ces temps-ci. Que va faire le Canadien avec Jake Evans? Un peu comme Guillaume, je pense que le Canadien est au stade où laisser partir Evans, c'est plus nécessairement essentiel. On a 9 choix dans les 4 premières rondes au prochain repêchage. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un 10e choix quand tu as Jake Evans, qui est une belle histoire de succès de développement à Montréal, un gars repêché en 7e ronde en 2014, qui, 10 ans plus tard, est un beau modèle de développement, de persévérance et tout. Comme Guillaume, je pense qu'il faut garder Jake Evans, mais je pense que c'est un sujet qui va vraiment faire réagir dans les prochaines semaines à Montréal, surtout si l'équipe continue d'être dans le fameux mix, parce que là, est-ce que tu échanges un gars qui t'aide à gagner quand tu es dans une course aux séries? Je pense qu'il va y avoir des grosses décisions qui attendent Kent Hughes et Jeff Gorton dans les prochaines semaines. Je viens de penser à ça, OK? Moi, j'aimerais j'aurais aimé ça demander à Guillaume, mais je viens d'y penser. Moi, j'aimerais voir Jake Evans et Jacob Debesch dans les prochains jours. Parce que ceux qui suivent le football universitaire américain savent que Notre Dame, qui est l'ancienne université de Jake Evans, et Jacob Debesch, qui a joué à Ohio State, vont jouer contre en finale nationale. Moi, j'ai hâte de voir ça va être qui va... Moi, je pense que si je suis admin des médias sociaux pour les Canadiens, il y a peut-être de quoi à faire, ça pourrait être délicieux. Ouais. Alors, Jacques Evan, maintenant, qui est le prochain joueur, le dernier joueur des Canadiens à avoir eu l'honneur de se faire traduire son nom en français. On a eu l'année dernière Jacques Alain et ainsi de suite. Jacques Alain, Jacques Evin, j'avais déjà écrit Arthur Lévesque pour Arthur les Canadiens. Ça, c'est le 24 juin. Quand il est devenu un héros national, il est devenu Arthur Lévesque. Non, ce soir-là, il s'appelait Arthur Lévesque. et pourtant, il ne sait pas à quel point c'est un nom de grande importance pour le peuple québécois. Oui. Le sait-il ce qu'il a fait la journée qui a marqué son but? Anyways. D'ici là, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cette édition de la Triple Menace. Bien hâte de vous retrouver la semaine prochaine alors que on continue les séries éliminatoires au football de la NFL. Bien hâte de jaser de la prochaine équipe qui va venir décevoir. Je tiens encore à remercier Guillaume Lefrançois d'avoir accepté de venir jaser des Canadiens avec nous. Vraiment chic type. Vraiment n'importe quand. Guillaume, tu es la bienvenue. Tu es même officiellement invité au cookout de la Triple Menace. Un jour, on va en faire un pour vrai, puis je ne sais pas comment on va arranger ça, mais un moment donné, on va organiser un cookout. Je ne sais pas quand ou comment, mais tout le monde de la Triple Menace est invité au cookout. Comme le veut le dicton, fuck around and find out. On va trouver ça assez rapidement. D'ici là, mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la Triple Menace et ciao, ciao!